Peggy 18. Salut bande, c'est Ryuk Shinigami et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis un écran d'avertissement en début de cette vidéo et que j'ai commencé mon intro dans des insultes façon tuto. Eh bien, avant de passer au sujet principal de cette vidéo, j'aimerais vous parler de cette nouvelle loi qui va concerner YouTube et le monde entier, qui est la loi COPPA. En gros, la loi COPPA est une loi américaine qui vise, je sais plus trop quoi, protéger les données des enfants sur internet, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant cette loi, je vais pas tout vous expliquer ici, il y a plein d'articles sur internet et même des vidéos sur YouTube qui en parlent, donc si vous êtes curieux, allez voir. Aujourd'hui, je vais majoritairement vous parler dans cette intro des conséquences que cette loi va avoir sur YouTube et notamment sur les BaitTubers et donc ma chaîne. En gros, YouTube, pour obéir à cette loi qui est du coup internationale, propose, on va dire oblige même les créateurs à catégoriser leurs vidéos dans deux types de contenus. Les vidéos faites pour enfants, les vidéos qui ne sont pas faites pour les enfants. En ce qui me concerne pour ma chaîne, je ne pense pas que je m'adresse aux enfants. Je veux dire, je parle de Beyblade, certes, mais je n'en parle pas de façon enfantine. Je veux dire, j'emploie un vocabulaire quand même assez technique et scientifique quand je parle par exemple des combinaisons, comme on va le voir plus tard dans la vidéo, mais aussi quand je fais les descriptions des pièces lors de mes unboxings. Je m'adresse donc à la partie la plus âgée de la communauté qui s'intéresse donc à l'aspect stratégique du jeu. Donc, j'ai automatiquement défini ma chaîne comme non conçue pour les enfants. Le problème, vous vous doutez bien, c'est que YouTube vérifie ces informations que les créateurs fournissent à la plateforme. Donc YouTube a bien sûr créé une sorte de bot qui va venir filtrer et vérifier ces informations. Sauf que vous vous doutez bien que YouTube n'a pas que ça à faire de regarder les milliards de vidéos qu'il y a sur la plateforme, donc ils ont instauré un système de filtrage très simple par mots-clés. En gros, sont considérées pour enfants les vidéos qui parlent de jouets, de dessins animés, de musique pour enfants, les vidéos éducatives, etc. Et le problème est le suivant, c'est-à-dire que moi, ainsi que tous les BaitTubers, tous les gens qui parlent de jeux, etc., j'ai fatalement la marque Beyblade, qui est une marque de jouets qui apparaît dans le titre de chacune de mes vidéos. Et à partir de là, à partir de ce filtrage très arbitraire de YouTube, ma vidéo est automatiquement considérée comme vidéo pour enfants. Même si j'ai défini automatiquement ma chaîne et toutes mes vidéos comme non conçues pour les enfants, ma dernière vidéo unboxing de Imperial Dragon vient d'être, à l'heure où je vous parle, catégorisée comme vidéo pour enfants. Et là, si je m'arrête là, vous n'allez pas en comprendre le but, parce que vous allez vous dire « Ouais, d'accord, et alors, qu'est-ce que ça va être les conséquences ?» Eh bien, s'il n'y avait pas de conséquences, je vous en parlerai pas dans ce début de vidéo qui est assez chiant. On va dire que va y avoir deux types de conséquences. Les conséquences qui concernent une vidéo qui est catégorisée comme pour enfants, et les conséquences qui vont considérer la chaîne dans sa globalité. En gros, si votre vidéo est considérée comme pour enfants, dans un premier temps, vous allez perdre la zone commentaire de votre vidéo, et dans une deuxième partie, tout ce qui est en lien avec la monétisation, les annonces personnalisées vont disparaître, donc ça veut dire que vos revenus vont chuter. Et pour élargir un peu plus la chose, du coup, si YouTube se rend compte que vous avez trop de vidéos sur votre chaîne et que la généralité ce ne sont que des vidéos conçues pour les enfants selon YouTube, eh bien dans ce cas, la plateforme va considérer que votre chaîne dans sa globalité est faite pour enfants. Et dans ce cas-là, vous ne perdez pas juste les commentaires et un peu de monétisation sur chacune de vos vidéos, mais vous perdez aussi les stories et les posts. En gros, vos revenus chutent et vous n'avez plus aucun moyen de communication avec votre public. Et moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde pourquoi? Bah déjà, les revenus, on va pas se mentir, même si la plupart des créateurs ne font pas de vidéos pour l'argent spécialement, ça apporte quand même pas mal d'aide au fonctionnement de la chaîne. Moi par exemple, depuis que je suis monétisée, je peux acheter beaucoup plus de toupies et vous proposer les unboxings des toupies au fur et à mesure à chaque fois qu'elles sortent. Bon, avec un petit retard lié à la livraison évidemment. Que avant, je ne pouvais pas faire. Ça me permet aussi de me déplacer sur des événements, sur des tournois Beyblade, chose que bien sûr avant je ne pouvais pas faire non plus. Donc la monétisation est vraiment là pour aider la chaîne à progresser, à proposer plus de contenu, plus de variété et du coup à faire des rencontres avec vous, me déplacer sur les événements comme j'ai déjà évoqué. Mais bon, pour moi c'est pas le pire point, dans le sens où pour moi le pire point c'est de perdre tout ce qui va être commentaires, stories et posts de communauté. Parce que moi à la base, je ne propose pas des vidéos comme ça pour dire « Ah vas-y je balance une vidéo puis basta, vas-y, prends, bouffe, mange ma vidéo et c'est tout ». Non, moi je partage avant tout ma passion, j'aime échanger avec des gens, quand je vous propose une vidéo j'aime bien avoir vos retours, que vous me donniez des idées de concept, que vous me donniez votre avis sur la façon dont j'ai fait ma vidéo, qu'on puisse échanger autour de cette passion commune qui est Beyblade. Quand vous me posez des questions, bah j'aime bien y répondre, je vois que vous êtes intéressé, que vous êtes curieux, et puis moi j'ai peut-être plus de connaissances que vous sur tel ou tel sujet, donc je peux vous partager ça, et je peux vous aider.
Pareil pour tout ce qui va être post et story, quand j'ai quelque chose à vous communiquer, à vous annoncer, j'ai pas spécialement envie d'en faire une vidéo, du coup je vous fais une petite story en vous disant « Ah voilà, là il y a un unboxing qui va arriver ce week-end, tenez-vous prêts, j'ai hâte de vous présenter ça », ou quand il y a un youtubeur qui est pas assez connu, et qui propose une vidéo absolument géniale et que j'ai envie de la partager, bah bim, je vous fais un post de communauté, etc. Et moi, c'était vraiment ça que j'adorais dans mon, on va dire, dans mon activité de youtubeuse. C'était vraiment de pouvoir proposer quelque chose et d'avoir un retour et au final que ce soit un véritable échange. Or, avec cette loi COPPA, si ma chaîne est, on va dire, globalement touchée, je ne pourrai plus faire tout ça et franchement, je sais pas quel va être l'avenir de la chaîne parce qu'il est clair que si je ne peux juste que proposer des vidéos et qu'au final, bah déjà, je ne sois plus autant rémunérée qu'avant et que je ne puisse plus échanger avec les abonnés, il est clair que je vais perdre énormément de plaisir à faire mes vidéos et je ne sais pas si je continuerai. Du coup, moi aujourd'hui, je me pose la question de quel va être l'avenir de la chaîne. Parce que aujourd'hui, je sais que plus tard, il y aura moyen de faire réclamation et de pouvoir dire à YouTube « Eh, tu t'es trompé, ma vidéo, elle n'est pas faite pour les enfants. » Mais aujourd'hui, c'est pas encore possible dans les fonctionnalités. Parce que YouTube, on est vraiment au test, etc. Donc déjà, je vais voir ce que ça donne au niveau des réclamations. Et si au final, ces réclamations ne donnent pas suite et que toutes mes vidéos qui sortent finissent par être considérées comme vidéos pour enfants, et bien dans ce cas, je serai obligée de donner une direction un peu différente à ma chaîne, un peu plus mature. C'est-à-dire qu'avant, et j'en ai toujours conscience aujourd'hui, mon public est vraiment très large. J'ai des enfants de peut-être 10 ans qui regardent mes vidéos comme des adultes qui ont la trentaine. Du coup, par rapport aux enfants, je me suis dit, bon, Alicia, calme-toi, balance pas trop de vulgarité, sois assez poli dans tes vidéos, etc. Sauf que, par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, du coup, je vais être obligée, pour pouvoir survivre en tant que youtubeuse Beyblade telle que j'ai envie de l'être, je vais devoir du coup donner un caractère un peu plus adulte à ma chaîne, un peu moins tout public, et du coup, peut-être caser 2-3 insultes, histoire que YouTube comprenne que ma vidéo n'est pas faite pour un public enfantin. Voilà, sur ces mauvaises nouvelles, on va dire, et mises à jour, j'arrête là-dessus et on va tout de suite passer au sujet principal de la vidéo, à savoir le test du combo Tacte Fafnir que je vais vous présenter et franchement, pépite. Donc les bladers, voici le combo du jour. Il s'agit d'un combo à rotation gauche composé de la base Tact, de la Gatinko Chip Fafnir, du weight en caoutchouc Gain, ainsi que du disque E-Round et du driver Octa. Quand j'ai reçu le random booster de Tact Longinus, j'ai eu tout de suite envie de tester cette nouvelle base à rotation gauche puisque depuis qu'elle avait été annoncée, elle m'a toujours intriguée, du coup je me suis dit « Ah, faut que je la teste !» Et j'ai trouvé ce combo assez intéressant, il a des particularités bien prononcées et je me suis dit « Ce serait intéressant de vous le partager, d'en faire une vidéo !» Du coup je me suis dit « Allez, ça part, on en fait une vidéo !» Du coup, pour tester ce combo, j'ai choisi 4 combinaisons bien spécifiques. Bien sûr, du coup, ça n'a pas été choisi au hasard, je les ai choisis parmi les combos qui rendaient le mieux compte des performances du coup de Tacte Fafnir, que ce soit ses avantages et ses inconvénients. Du coup, on a en premier un combo d'attaque à rotation droite, il s'agit de Chaussée d'Achilles, 0 Dagger, Destroy Dash. Ensuite, on a un combo d'attaque à rotation gauche, Zwei Bahamut, Zenith, Jolt Dash. Puis un combo d'attaque à rotation droite et gauche avec du caoutchouc sur le layer, c'est donc Lord Spriggan, 0 Bump, Extreme Dash. Puis un combo à rotation droite, on va dire, de déstabilisation, il s'agit de Orbegis, 10 Proof, Yard. Du coup, trêve de blabla, on va tout de suite monter les toupies et en faire le test, on se retrouve donc dans le stadium. Allez, première battle, pour ce combo de Tacte Fafnir, ça va être contre la toupie d'attaque Chaussée d'Achilles. Alors je lance toujours Tacte Fafnir en premier car c'est elle qui a plus d'endurance. Et regardez bien le mouvement de Chaussée d'Achilles. Elle a beau attaquer et heurter violemment Tacte Fafnir, elle se fait dévier et c'est même Chaussée d'Achilles qui perd l'équilibre lors des impacts. Tacte Fafnir, elle reprend son équilibre très vite et égalise sa vitesse de rotation qu'elle tourne en sens inverse. Et donc là on voit bien les toupies égalisent leur vitesse de rotation et c'est une égalité. Prochaine battle. Ah, j'ai lancé Chaussée d'Achilles plus fort cette fois-ci, mais elle part sur les extrémités, elle s'est faite dévier par la base Tact, et malheureusement ses coups ne sont plus assez puissants pour venir éjecter ou burst Tacte Fafnir, et s'ensuit donc une battle d'endurance, et c'est encore une égalité. Prochain combat. Allez, on y croit pour Chaussée d'Achilles, et oui, c'est une éjection cette fois-ci. Toujours Tacte Fafnir en premier, Chaussée d'Achilles va-t-il arriver à en venir à bout? Et bah non, en fait j'ai mal lancé tout simplement.
Allez, encore un rush shoot, mais on voit bien que Tact Fafnir dévie toutes les attaques et renvoie Chosette Achilles sur les extrémités, et ses mouvements circulaires ne l'aident pas à donner des coups puissants pour venir éjecter son adversaire, et c'est encore une fin de rotation. Prochaine battle, du coup Zwei Bahamut contre Tact Fafnir. C'est parti, est-ce que ça va être mieux? On ne sait pas, on va voir. Cette fois-ci, on a affaire donc à deux toupies qui tournent dans le même sens de rotation, et là on voit que Tact Fafnir commence à prendre un peu plus cher. Et vous allez voir que, eh bien, elle prend vraiment cher. Regardez bien. Vous voyez, cette fois-ci, elle ne dévie pas les attaques comme elle le faisait contre Chosette Achilles, et en plus de ça, elle perd très vite son endurance. Il se trouve du coup que Zwei Bahamut tourne aussi vers la gauche, donc dans le même sens que Tact Fafnir, qui du coup ne peut pas dévier les attaques grâce à son sens inverse, et du coup qui ne peut pas non plus égaliser sa vitesse de rotation. Et donc on a ici au final une toupie qui se fait vraiment malmener par une toupie smash à rotation gauche. Et mais les coups sont tellement violents, c'est ouf la différence qu'il y a entre une rotation droite et une rotation gauche qui vient affronter ce combo de Tact Fafnir. Vraiment les coups sont très puissants, et on voit vraiment la différence avec le combo du coup de Zwei Bahamut. C'est vraiment une hécatombe, je veux dire, regardez ça. Bim, un rush shoot. Ah, cette fois-ci, c'est du coup Zwei Bahamut qui se fait éjecter. Mais on voit bien que les coups et les impacts, il y a quand même beaucoup plus de recul dans un combat Tact Fafnir contre une autre rotation gauche. Et regardez, mais elle se prend les murs de toutes parts, et on n'avait pas ça contre Chosette Achilles, vraiment. Du coup, bien sûr, je lance toujours Tact Fafnir en premier parce que du coup, elle a beaucoup plus d'endurance que Zwei Bahamut qui est monté sur le Jolt Dash, hein, c'est logique. Allez, dernière petite battle, voyons voir ce que ça donne, et c'est encore une éjection. Zwei Bahamut l'emporte. Prochain combat, cette fois-ci contre Lord Spriggan, elle aussi en rotation gauche pour commencer. On va voir si son caoutchouc l'aide un peu à éjecter ou burst Tact Fafnir. Du coup, première battle, c'est parti. On voit quand même que le caoutchouc vient aider à l'adhérence lors des impacts. On a des... Je sais pas comment expliquer ça, mais ça colle. Et du coup, on a Lord Spriggan quand même qui vient battre par endurance cette Tact Fafnir. Et là, c'est une éjection. Donc le fait qu'il y ait du caoutchouc agrémenté au fait que ce soit une rotation gauche à la base vient encore plus aider le fait à éjecter du coup Tact Fafnir beaucoup de fois. Je pense que ce combo peut être vraiment pas mal d'ailleurs pour contrer du coup Tact Fafnir. Même si parfois elle se fait éjecter, hein, bien sûr, hein, c'est les aléas des types attaques, j'ai envie de dire. Ce qui est bien, c'est qu'avec pas mal de battles comme ça, on peut vraiment voir, peut-être pas le pourcentage de victoire, mais au moins ce que ça donne. Mais regardez-moi ça, mais Tact Fafnir qui reprenait super bien son équilibre face à Chosette Achilles, d'un coup contre Lord Spriggan en rotation gauche, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et elle se fait malmener de tous les côtés. Cette fois, du coup, on va essayer de tester Lord Spriggan en rotation droite, voir si elle se débrouille aussi bien. Bon, même si elle spin style, je lance toujours Tact Fafnir en premier. Et alors, on voit du coup que les chocs sont à peu près de la même puissance grâce au caoutchouc, mais quand même, ils ne sont pas assez puissants pour venir déplacer sur la longueur Tact Fafnir pour l'éjecter suffisamment loin dans les sorties d'arène. Donc ça, c'est vraiment le fait que du coup, quand deux toupies tournent dans le sens inverse, donc une rotation de gauche contre une rotation de droite, la puissance des coups est vraiment moindre. Et là encore, on a le caoutchouc qui vient aider sur Lord Spriggan. Rappelez-vous, Chosette Achilles au début, comment ses attaques étaient déviées. Donc là, on voit quand même que, même si elle est à rotation droite, le caoutchouc vient vraiment aider pour l'adhérence et pour prendre appui sur la base tact et éjecter la toupie. Et donc, dernière battle, on va faire Orbegis, qui est un combo à rotation droite assez statique contre Tact Fafnir. Et je pense que ça va être assez chiant dans le sens où du coup Orbegis c'est vraiment un layer de déstabilisation, et comme on l'a vu, Tact Fafnir est justement très bonne pour ne pas se faire déstabiliser face aux rotations droites. Et on le voit, les coups sont vraiment pas puissants, il ne se passe rien et ça finit comme une battle d'endurance. Bon, étant donné que mes commentaires lors des battles n'étaient pas spécialement clairs, j'aimerais vous faire ici un petit débrief. Ce combo, muni de la base tact, permet à la toupie de bien venir dévier les attaques. Encore plus si elles viennent du rotation droite. L'adversaire viendra donc glisser sur son layer et l'intensité des impacts sera grandement réduite. En plus de ça, on observe un déséquilibre global des deux toupies, mais Tact Fafnir se rééquilibre très vite, notamment grâce à sa répartition des masses, sa régularité, son disque Around et son driver Octa, laissant penser que seul l'adversaire est déséquilibré.
Et pour finir, elle vient égaliser sa vitesse de rotation avec celle de l'adversaire lors de chacun des chocs au fil du combat. C'est le spin steel. Et avec Octa, tant qu'en face il n'y a pas des drivers comme Buring, Atomic ou Extend Plus, elle a de grandes chances de sortir vainqueur par arrêt de rotation ou faire une égalité. En revanche, face à une toupie qui tourne dans le même sens, donc vers la gauche, les layers auront moins tendance à glisser l'un contre l'autre, mais plus à s'accrocher ensemble. Ici, la base vaille, très crantée, venait agripper Tact et la faire valser. Les attaques paraissaient donc beaucoup plus puissantes et les toupies avaient plus de recul, on avait donc plus d'éjection. De plus, le spin steel était impossible, Tact Fafnir ne se rééquilibrait pas après les chocs et perdait énormément d'endurance à chaque fois. Le test contre Lord Spriggan a apporté la nuance d'entre deux. En rotation gauche, elle a quasiment le même effet sur Tact Fafnir que le combo Zwei Bahamut. En revanche, quand elle tourne vers la droite, elle est moins efficace. Néanmoins, on voit quand même que le caoutchouc présent sur la base apporte un plus non négligeable dans l'adhérence entre les layers lors des chocs, donc les impacts sont quand même plus intenses qu'avavec Chaussée d'Achilles qui était complètement dévié. Concernant le dernier combo, c'est un combo à rotation droite, peu mobile. Avec ce qui a été vu précédemment, il était presque logique que ce combo à base d'Orbegis allait avoir peu d'efficacité. En résumé, ce combo Tact Fafnir Around Octa est très efficace pour contrer les toupies à rotation droite. La toupie dévie toutes les attaques grâce à sa base, se rééquilibre facilement même après de forts impacts, et son driver lui permet de rester stable en fin de rotation. J'en ai pas parlé encore d'ailleurs, mais vous l'avez sûrement remarqué grâce au test, elle n'a jamais explosé. En effet, j'ai choisi le Weight Again, qui vient ajouter une résistance dans le vissage de la toupie, couplé avec la Gatling Code Chip Fafnir qui possède pas mal de dents, qui ressortent assez bien sur la base Tact, on se retrouve avec une toupie très difficile à burster. Pour en venir à bout, il faudra donc viser l'éjection avec une toupie de smash à rotation gauche, ou la contrer par endurance, soit avec une rotation gauche, soit avec une rotation droite qui possède un meilleur équilibre en fin de rotation. Voilà les bladers, cette vidéo était assez longue, mais ça m'a fait plaisir de vous partager ces tests. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et aussi n'hésitez pas si vous avez des questions concernant la loi COPPA. Allez, ciao!